Leverkusen ou encore de Francfort rejoindra le lot des qualifiés pour la C1 la saison prochaine. Verdict demain. Bataille bien rangée en Liga espagnole aussi pour l'Europe entre Valence, Retafe et Séville. 4 unités seulement séparent l'Inter Milan du Milan AC à 2 journées de la fin de la Serie A italienne. L'AS Saint-Étienne rêve de C1 mais Lyon ne lâche rien en Ligue 1 Conforama. La première ligue bouclée il y a quelques jours. Bilan chiffré acte 2 dans votre magazine. Un nouveau projet de Coupe d'Europe pour satisfaire les clubs les plus riches à l'horizon 2024. La réforme controversée de l'UEFA n'est pas du goût de plusieurs fédérations. Que comprendre à travers ce projet? Les spécialistes nous éclairent plus dans le débat. En place dans le studio Messanyamé, Fifi Assogbavi. Salut Fifi et bienvenue. Salut Angelo, je salue le plateau et les auditeurs. Vous avez un très beau t-shirt, hein? Merci. Ah oui, ça je l'avoue. N'est-ce pas Armel Waba? Oui. Salut à vous. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Roméo Yetor est là. Bonjour. Hola Angelo, bonjour à tous. En pleine forme? Ça va. Franck Lunyama. Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Ah oui, ça c'est quoi? Le style islandais ou quoi? Vous avez froid on dirait? Bon, pas froid, mais bon, c'est un peu relax pour moi. C'est un peu relax, ça se comprend. Ezekiel Ayataï, comment vous allez? Oui, ça va Angelo, bonjour à tous. La forme y est, n'est-ce pas? Ça va. Merci et bonjour également à vous chers auditeurs. Mille merci de votre fidélité d'écoute. La mise en onde de cette émission est signée Anas PM. Et l'homme à Dovon s'occupe de la vidéo du numéro 566 à retrouver sur radiosport.fm tg.com. Je suis Angelo Folique, PFE 566, décollage immédiat. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. En Bundesliga, le championnat d'Allemagne, c'est un suspense entier encore qui règne à une journée de la fin de cet exercice entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Attention, si le Bayern fait match nul et que Dortmund perde, le Bayern sera sacré pour la 7e fois de suite. Vous avez complètement peint le tableau pour le compte de cette dernière journée, c'est-à-dire la 34e journée de la Bundesliga. Eh bien, les enjeux sont véritablement en place pour cette dernière journée. Si en bas du tableau, les choses sont faites pour ceux qui sont relégués, au sommet, ce n'est pas encore le cas parce que lorsque vous voyez un peu le classement, le Bayern a 75 points et le Borussia Dortmund 73. Ce qui veut dire que le match de ce week-end contre Francfort, qui paraît un adversaire prenable parce que Francfort, vous le savez, est 6e contre le premier. On peut dire que le Bayern peut faire l'affaire face à cette équipe de Francfort et c'est une obligation. On va dire, c'est une victoire obligatoire pour ne pas être surpris à l'arrivée, puisqu'en embuscade, il y a le Borussia Dortmund. C'est vrai, le Borussia est en déplacement sur le terrain de Mönchengladbach, qui est 4e et qui veut défendre aussi une place pour la Ligue européenne des champions. Donc, ça veut dire que c'est 2 matchs extrêmement importants. Un duel à distance entre le Bayern et le Borussia Dortmund. Malheur à celui qui va peut-être perdre d'un point sur cette 34e et dernière journée. Alors Fifi, on va s'intéresser à faire un exercice un peu mathématique du côté de la Bundesliga. On sait que le Borussia Dortmund est à 2 points du Bayern, mais au même moment, Francfort, qui se déplace au Bayern Munich, veut jouer l'Europe. Vous pensez que cette équipe de Francfort, avec un certain Luka Jovic, peut jouer un mauvais tour, un sale tour au Bayern Munich? Bien sûr, on a déjà vu cette équipe en Ligue Europa qui était jusqu'en demi-finale face à Chelsea. On a vu comment Chelsea s'est qualifié dans la séance de tir au but. Ça n'a pas été facile. Même à domicile en Angleterre, Francfort a fait match nul avant de tomber dans la séance de tir au but. Ça veut dire que cette équipe est capable de déranger cette formation du Bayern de Munich. Maintenant, l'équipe de Bayern de Munich a une victoire ou un match nul du sacre. Quand on voit toute leur saison, ils sont passés par des zones de turbulence avant de retrouver la forme et tout. On se dit qu'ils savent à quoi s'en tenir et ils doivent être forts psychologiquement et sur le terrain, être présents jusqu'à la fin pour pouvoir arracher ce titre-là. Et c'est une obligation pour cette équipe. Et je crois qu'ils ont quand même les armes nécessaires pour venir au bout de cette formation de Francfort. Mais il n'est pas à négliger que cette équipe de Francfort est capable aussi de jouer un sale tour au Bayern de Munich. Ezekiel, ça fait quelques années déjà que le Bayern n'est plus sacré à domicile en Bundesliga. N'est-ce pas une pression
supplémentaire pour les hommes de Niko Kovac. Forcément, le Bayern, depuis plusieurs années, a l'habitude de finir champion avant terme. Maintenant, cette saison, c'est un peu plus accroché pour le Bayern. Dortmund qui met la pression sur le Bayern, parce que si le Bayern ne s'impose pas sur cette dernière journée, une victoire du Borussia Dortmund, voilà, on sait ce que ça va donner. Donc forcément, il faut gagner ce match à domicile avec la pression du public. Oui, parce qu'on sait que le Bayern a déjà tout perdu. Le Bayern n'a pas à jouer cette saison avec pour objectif principal la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, voilà, qui est passée à côté du Bayern Munich. Il faut forcément gagner le championnat. Donc je crois bien que ce serait une réelle pression sur ces joueurs. Et en face, c'est une équipe qui peut déranger énormément le Bayern Munich. On parlait de Francfort. Oui, de Francfort. On sait que cette équipe va jouer à fond ce match, battre le Bayern Munich. On sait ce que c'est. Ce serait quand même une victoire de prestige, battre le Bayern. Donc ça va être un match compliqué tout simplement, je pense, pour le Bayern, même si le Bayern a tous les joueurs qu'il faut, les atouts nécessaires pour être sacré champion. Parlons du cas du Borussia Dortmund, Franck Lunyama. Oui, le Borussia Dortmund. Quel est l'enjeu? Oui, l'enjeu, c'est aussi de gagner le 9e titre. À tout prix, gagner. De gagner le 9e titre pour soulever, on va dire pour la 9e fois, le Meisterschale. Oui. Parce que là, ça fait très longtemps. Quand vous voyez un peu le gouffre entre les Bavarois et le Borussia Dortmund, c'est énorme. Le Bayern a déjà 28 titres contre seulement 8 pour le Borussia. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir gagner au moins cette fois-ci. Ils en avaient l'occasion parce qu'ils ont contrôlé jusqu'à un moment donné ce championnat avant de perdre un peu. 7 avant. 8 points d'avance. Même 9 points à un moment sur le Bayern. Voilà. Et après, ils se sont fait rattraper. C'est un peu contre Manchester City et Liverpool. Donc, voilà. je pense que le Borussia Dortmund doit gagner sur les installations de Mönchengladbach et attendre un peu ce qui se passe de l'autre côté. Sinon, il n'y a pas autre chose à chercher que la victoire. Roméo Yetor, vous pensez que c'est déjà cuit pour les Borossiens ou y a-t-il encore espoir? Ça va être compliqué parce que le Bayern joue à domicile. Le Bayern ne peut pas laisser une telle occasion lui filer entre les doigts. Le Bayern Munich qui reçoit à domicile a plus de chances de gagner que le Borussia qui est en déplacement. Et étant donné que l'adversaire du Borussia également joue pour une place européenne, la tâche va être compliquée pour le Borussia Dortmund. Mais ce que moi j'ai aimé cette saison, c'est que le Bayern n'est plus sacré à quelques journées plus tôt avant la fin de la saison. Ça veut dire tout simplement que les cartes sont redistribuées. Si le Bayern a souffert cette saison, ça veut dire tout simplement que le Bayern doit faire attention sur ce dernier match. Armel Ouaba. Oui, moi tout ça, je pense qu'il y a deux choses à retenir. Oui. D'abord, comme Roméo le disait, le Bayern n'a pas été sacré champion d'une façon outrageuse. C'est une bonne nouvelle pour le Borussia. C'est une bonne nouvelle. Le championnat d'Allemagne. Oui, très bien. Qu'il y ait de l'alternance, on va dire, même si le Borussia n'a pas encore son titre. Oui. Mais ça s'explique par le fait que deux hommes sont arrivés à la tête de ces deux équipes. D'abord, Niko Kovac, qui, en fin de compte, n'est pas peut-être le grand entraîneur comme Ancelotti ou encore Pep Guardiola, et donc il a eu beaucoup de mal à être champion. Et de l'autre côté, Lucien Favre, qui par contre est un super entraîneur, même si dans les dernières journées ils ont laissé un peu de laisse. C'est cette équipe borossienne. Ça veut dire que les deux hommes ont été déterminants dans la saison des deux clubs. Et donc c'est aussi ça, ce qu'on avait les années antérieures, quand on avait non seulement de bons joueurs au Bayern Munich, mais aussi de grands entraîneurs. Et du côté du Borussia Dortmund, ça a été le contraire. Le Borussia souffrait énormément d'un réel technicien après le départ de Jürgen Klopp et de Tuchel. Les autres qui ont suivi, on le disait bien assez dans cette émission, très rapidement éjectés à la tête de ce club-là. On va s'intéresser aux autres batailles au niveau de l'Europe, parce qu'il n'y a pas que le Bayern et Dortmund. Oui, au niveau de l'autre coupe, on va dire, puisque lorsqu'on prend le classement, actuellement, à l'instant même, c'est le Bayern, le Borussia Dortmund et Leipzig, Mönchengladbach, qui sont, on peut le dire, en Ligue européenne des champions. Derrière eux, il y a le Bayer Leverkusen, Francfort et puis Wolfsburg qui va jouer le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Bayer Leverkusen n'a pas également droit à l'erreur sur ce match contre Hertha, parce qu'en cas de défaite, il peut se faire doubler. Donc également à ce niveau, on doit chercher forcément la victoire. On a parlé de Francfort qui joue contre le Bayern. Si Francfort peut-être veut faire partie de ces équipes-là qui disputent la Ligue des Champions la saison prochaine, il faut d'abord battre le Bayern et espérer un faux pas
qui c'est on va dire, de Mönchengladbach, parce que sur les 3 premières places, c'est déjà fait. Voilà. Le Bayern, Dortmund, Leipzig, eux, ils sont intouchables pour la Ligue européenne des champions. Donc, il y a d'autres matchs à relever en général, si vous permettez. Augsbourg, Mayence, Offenheim, Düsseldorf, Hanovre. Hanovre, c'est déjà fait. Fribourg joue contre Nuremberg. Et puis, au bas de tableau, il faut le rappeler, il n'y a même pas quelque chose à grignoter là. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On sait que Stuttgart joue les barrages. Et puis, Hanovre et Nuremberg sont en 2e division. Donc, c'est déjà fait à ce niveau. C'est au sommet que la bataille va être rude parce qu'on va vouloir grignoter d'un point sur certains matchs pour passer devant telle ou telle équipe. Donc, voici un peu l'enjeu de cette 34e et dernière journée. Et préciser que tous les matchs se jouent demain samedi. À partir de 13h30, tous les matchs. Donc, il n'y aura pas un match en avancé par rapport à l'autre. 2 nouvelles du côté de la Bundesliga, c'est que Illas Bebou dépose son baluchon à Offenheim. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour le jeune international togolais. Il a signé à Hanovre, ça n'a pas été très fort cette saison. Le club est relégué, donc il y avait une opportunité à Offenheim qui est 8e de la Bundesliga. Ça veut dire que ce n'est quand même pas un petit club. Offenheim pour Illas Bebou, je crois que c'est d'autres expériences qui sont en vue, d'autres challenges. Je pense que le joueur a quand même les qualités nécessaires pour faire face à ce nouveau challenge et c'est une bonne nouvelle pour le foot togolais. Fifi veut réagir par rapport à ça? Je veux réagir par rapport, quand on parle des joueurs togolais, j'aime bien réagir. Et quand on voit que la saison de Illas Bebou a été véritablement une saison compliquée et beaucoup de blessures, il n'a joué que 11 matchs, mais comme titulaire et quand même en 11 matchs, il a marqué 4 buts et a délivré, je crois, 2 passes ou 3 passes décisives. Et il faut reconnaître quand même le talent du garçon, qui n'est pas un attaquant de pointe, qui est plus sur les ailes. Et donc, et que même dans cet état-là, déjà le week-end dernier, il revenait de pratiquement 2 ou 3 mois de blessure. Il rentre et il marque encore déjà dans cette rencontre. Et qu'Offenheim, malgré cette saison compliquée du joueur, a décidé quand même de l'enrôler. Ça montre les qualités quand même du Togolais. Et puis l'autre info, c'est que Luka Jovic serait en train de rejoindre le Real Madrid. Officialisation sûrement la semaine prochaine. On parle de la semaine prochaine pour officialiser tout ça. C'est un joueur qui intéresse plein de clubs. Le Barça, le Paris Saint-Germain, beaucoup étaient sur la ligne, mais finalement le joueur a fait le choix de la Maison Blanche. On parle de 60 millions d'euros pour le transfert. Il est le 3e meilleur buteur actuel de la Bundesliga, donc c'est avec 17 buts. On l'a vu également en Ligue Europa. Il a souvent marqué pour son club et a quand même sorti son club des situations un peu compliquées. Donc ça veut dire qu'on prépare déjà l'avenir du côté de la Maison Blanche. Mais alors, avec tous les transferts qu'on veut réaliser du côté de la Maison Blanche, est-ce que ce joueur sera titulaire? Va-t-il avoir son temps de jeu réel pour pouvoir s'exprimer? C'est les interrogations qui sont là. La transition, elle est bien faite, direction le pays où le football rime avec le sourire. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, Alors, avant que la fin de saison ne s'annonce du côté de l'Espagne, on se frotte déjà les mains du côté du Real Madrid parce que les recrutements bling-bling ont presque commencé. On annonce également Eden Hazard du côté de la Casablanca. On va parler également de cette grosse bataille, également au niveau de l'Europe avec vous, Seigneur Yetor. Et c'est entre Valence, Getafe et le Football Club Séville qui sont en lutte pour la zone C1. Getafe qui est donc 5e derrière Valence, 4e, et puis le Football Club Séville est 6e. Et ce week-end, à l'occasion de la 38e et dernière journée de la Liga espagnole, eh bien Getafe reçoit Villarreal, déjà maintenu en Liga. Pendant ce temps, eh bien ses adversaires à distance, le Football Club Séville joue contre Athletic Bilbao. Athletic Bilbao également qui se bat pour éviter le deuxième tour de l'Europa League, deuxième tour préliminaire bien sûr de l'Europa League. Ça va être une rencontre très intéressante entre le Football Club Séville et puis Athletic Bilbao. Pendant ce temps, eh bien Valence lui est en déplacement sur le terrain de Valladolid. Valladolid également maintenu pour la saison à venir. Valence doit gagner pour pouvoir conserver sa 4e place. Et pendant ce temps, Getafe n'a pas son destin en main parce qu'il faut un faux pas de Valence et une victoire de Getafe pour pouvoir passer à la 4e place. Alors, Ezekiel, Getafe aurait-il grillé
toutes ses chances de pouvoir disputer la Ligue européenne des champions parce que pour cette dernière journée, Retafe reçoit certes Villarreal, mais de l'autre côté, c'est Valence qui a un petit exploit de passer devant le club de Djenda Konam. Oui, Valence avait sa carte en main. Il fallait seulement gagner les derniers matchs de championnat pour jouer la C1. Maintenant, il faut espérer un faux pas de l'autre, partir dans les calculs. Ça devient difficile. Oui, je pense que ça devient compliqué. Valence, je ne pense pas que cette équipe laisserait passer cette chance-là parce qu'à un moment donné, c'était super compliqué pour Valence qui était très loin, qui était derrière Retafe et le FC Séville. Heureusement que pour Valence que ces deux équipes ont fait des faux pas. Donc je pense que c'est la chance pour Valence de se qualifier et ça va être compliqué pour Retafe qui sur les derniers matchs de championnat s'est un peu soufflé. On pensait que c'était tout bon pour le club de Madrid. À une certaine période, Retafe était seul 4e en Liga. Voilà, et on pensait que c'était tout bon. Après cette victoire sur le FC Séville 3-0, on se disait que c'est fini. Valence est parti pour jouer la C1, mais malheureusement les derniers matchs ont été compliqués. Donc là, je pense que il va falloir prier pour voir Valence jouer la Ligue des Champions. Ça va pas seulement se jouer sur le terrain. Justement, Retafe. Vous parlez plus de Valence. Non, Retafe, pour voir Retafe jouer. Donc il va falloir tenir la Bible et jouer en même temps. Alors Franck Ouignama, à ce niveau, vous pensez que la place réelle de Retafe, c'est en Ligue Europa et non en Ligue des Champions? Bon, je pense qu'ils doivent se résoudre à prendre ce que cette saison leur donne. Ce que cette saison la saison dernière, ils ont fini 8e. Hein. Oui, donc on voit déjà qu'il y a une certaine progression à ce niveau, au niveau de la Liga. Ils ont frôlé, bon, c'est pas fini, ils ont peut-être encore une chance pour la Ligue européenne des champions. Tous les joueurs veulent quand même disputer cette compétition, qui est la plus prisée au niveau des clubs européens. Donc, l'idéal pour eux, c'est d'être en Ligue européenne des champions. Maintenant, s'ils sont en Ligue Europa, ce n'est pas la catastrophe, parce que Retafe, ça fait quand même pas partie, entre griffes, des plus grands clubs de la Liga. Ce serait déjà une grosse progression pour Djenda Konam et ses coéquipiers. Armel Waba, votre avis avant de passer à une autre info? Oui, quoi qu'il arrive, cette équipe de Retafe aura fait une très belle saison. Et en fin de compte, je pense qu'elle ne fait que montrer les réelles capacités du club. D'abord, un club qui n'a pas trop de profondeur à jouer sur tous les tableaux. Et ça, forcément, ça a des conséquences. Parce que comme Ezekiel le disait tout à l'heure, à un moment, cette équipe a pris beaucoup d'avance sur Séville et Valence. Et d'ailleurs, cette équipe, à un moment, s'est concentrée uniquement que sur Séville et non sur Valence, qu'on ne voyait pas. Du coup, elle a perdu du terrain, non seulement sur Séville, mais aussi sur Valence. Je crois de toute façon que c'est une étape franchie pour cette équipe-là. 8e, puis 5e ou 6e peut-être. C'est déjà une très grosse performance. La question est de voir si cette équipe va pouvoir tenir encore une fois la saison prochaine, parce qu'elle venait déjà de 2e division et déjà aligner ces performances-là, il y a souvent le revers de la médaille. Voilà. Oui, mais c'est même ce serait la chance pour Retafe de garder ses meilleurs joueurs. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce que, par exemple, Djenda Konam, il est pisté. Oui, au cas où Retafe se qualifiait pour la Ligue européenne des champions, Retafe pourrait garder ses cadres. Mais si cette équipe ne se qualifie pas, je pense qu'ils vont tous partir, 2 ou 3 quand même. Pièces maîtresses vont quitter ce club. Donc, et ce sera peut-être difficile pour Retafe de rebondir derrière. Voilà. Retafe, Djenda Konam, on a tellement, les socios togolais ont tellement souhaité voir cette équipe en Ligue des Champions la saison prochaine. Aussi que Djenda Konam joue la Ligue des Champions parce que depuis Adebayor et puis l'autre Olufade avec Lille. On attend encore un Togolais en Ligue européenne des champions et on espère que ce sera Djenda Konam pour cette saison. Maintenant, moi je pense que Retafe même en début de saison avait prévu jouer la Ligue Europa. Moi, c'est quand je vois un peu l'évolution des choses. La saison dernière, ils étaient tout proches de la Ligue Europa, ce qui ne s'est pas passé. Mais maintenant, en début de saison, ils voulaient véritablement jouer la Ligue Europa. Mais la petite venant en mangeant, ils se sont dit c'est possible. Mais attention, avant le match de Barcelone, on se disait que c'était possible. Mais on a oublié que
quelque part, Getafe devait rencontrer Barcelone et ce n'est pas gagné d'avance. Et on a vu que la journée précédente, c'était Barcelone 2-0, ils ont perdu. C'est tout à fait logique qu'ils perdent, même s'ils ont envie. C'est quand même Barcelone qui était blessé par cette défaite face à Liverpool, qui devait réagir devant son public. Et c'est ce qui s'est fait. Maintenant, on souhaite tout ce que Getafe se qualifie pour la Ligue européenne des champions, mais en même temps, si Getafe ne se qualifie pas pour la Ligue européenne des champions, moi j'aimerais quand même voir Jane Dacoma en Ligue des champions la saison prochaine, et ça passera peut-être par un départ de Getafe. En tout cas, beaucoup de courage à Jane Daconam du côté de la formation de Getafe. On va s'intéresser à cette info, Seigneur Yetter, je parle sous votre contrôle. Grisou, du côté du Barça, ce serait fait, c'est vrai? Reste à officialiser, sinon il y a des bruits de couloir qui annoncent Griezmann au Barça. Maintenant, on attend la confirmation. Et tout le bouquin que le joueur fait autour de son départ, son arrivée, c'était bien. Mais le départ pose problème au niveau des supporters des Colchoneros, parce que la façon dont Grisou annonce son départ, les supporters ne sont pas du tout contents. Il a réalisé un film documentaire pour informer les supporters que il quitte donc la maison. Et disons que en début de saison dernière, celle-là qui s'achève, il avait dit qu'il va rester avec les Colchoneros jusqu'à prolonger justement. Et en fin de saison, il quitte donc l'équipe. Ça fait mal aux supporters, mais le joueur aussi a d'autres défis à relever. Ça fait longtemps, il n'a gagné que l'Europa League, où on connaît bien la qualité. Il a gagné le championnat. Bon, je parle des coupes européennes. En voyant tout le talent, le potentiel du joueur, il méritait mieux que cela. Et pour pouvoir gagner des trophées majeurs sur le plan européen, il faut jouer avec des très grosses équipes comme le Barça, le Real ou encore la Juve, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est légitime. Finalement, cette décision, c'est vrai qu'il a entre-temps prolongé jusqu'en 2023 et les supporters comptent énormément sur lui. Mais comme on l'a dit, comme Roméo l'a dit, il n'a pas gagné beaucoup de choses en Espagne. Regardez, en 9 saisons, il n'y a qu'un petit titre, il n'y a que la Ligue Europa avec, on va dire, les Colchoneros. Donc, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui veut aller voir ailleurs, même si ça ne plaît pas aux supporters. Je crois que ça va arriver à un moment donné. Il s'est fait, on va dire, un peu titillé par les supporters des Colchoneros qui n'ont pas aimé sa façon de pouvoir annoncer son départ. Donc, c'est ça, la vie d'un joueur. Il faudra à un moment donné faire un choix. Maintenant, est-ce que la destination, c'est la bonne? Pour le moment, on ne saurait rien dire, même si beaucoup également pensent qu'avec son départ, Diego Simeone n'aurait plus beaucoup d'essence dans la voiture pour pouvoir avancer. Il y a Godin aussi qui va partir. Juan Fran également. Hernandez aussi. C'est des cadres, on peut dire, qui quittent le navire. Maintenant, il faut que le club se régénère. Il faut qu'ils aient d'autres ambitions, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est fait. Il ne reste que la confirmation, comme Roméo vient de le dire, parce que le joueur a accepté de réduire énormément son salaire. N'oubliez pas qu'il est le 3e joueur le mieux payé au monde. En tout cas, il faut le préciser. Griezmann avec sa belle touffe, quand vous le voyez, c'est un beau joueur. Vous voulez ajouter quelque chose avant de passer à autre chose? La fin de cycle carrément de l'Atlético, cette équipe qui à un moment a un peu stoppé la seule domination du Barça et du Real Madrid en championnat, que cette équipe nous a fait du bien avec des joueurs pas souvent bling-bling, mais des joueurs de devoir. Je pense notamment à Koke, à Solniguez, à Gabi, voilà. Donc la fin d'un cycle incarnée aussi par le départ de Godin, de Juan Fran, et même des révélations, puisqu'on se souvient de Lucas Hernandez, c'est ça, qui est déjà parti. Ça veut dire que c'est une équipe totalement refondée. Mais la question est de savoir si Diego Simeone restera toujours là, puisqu'à un moment, je pense que non seulement les joueurs, mais aussi le discours du coach s'est épuisé. Il faut peut-être pour l'Argentin d'aller voir ailleurs. En tout cas, on va suivre cette probable refonte du côté de la formation des Colchoneros en Espagne. Cette fois-ci, direction où on y croit très fort pour la Ligue des Champions. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna
Alors, au niveau de la Serie A italienne, avant d'en parler, nous allons nous intéresser à la Coppa d'Italia, soulevée par la Lazio, au nez de cette formation de l'Atalanta à Bergame qui ne finit pas de séduire en championnat. Et oui, et justement, avant d'annoncer la Serie A, on a entendu un nom, Milenkovic. Il a fait parler de lui. Voilà, il a fait parler de lui puisqu'il a permis à la Lazio de dominer l'Atalanta en finale de la Coppa d'Italia. Ça a été difficile, Ezekiel. Oui, jusqu'à 10 minutes de la fin de ce match, le score était toujours de 0 but partout. Et les 2 buts de la Lazio ont été inscrits au 82e et 90e minute. Donc comprenez que c'est vers la fin de ce match que l'Atalanta a malheureusement coulé. L'Atalanta qui espérait gagner cette Coppa d'Italie, se qualifier en même temps pour la Ligue européenne des champions. Malheureusement, cette Coupe d'Italie ne sera pas pour l'Atalanta Bergame, la Lazio qui revient au devant de la scène parce que ça fait quand même... On a vu la joie des tifosi. C'est normal, ça fait quand même longtemps que la Lazio n'a plus gagné, n'a plus rien gagné en Italie. Et c'est Simone Inzaghi qui leur permet cela. Inzaghi, Simone qui leur permet de gagner ce trophée-là. C'est quand même énorme pour cette équipe. On dira même que ça a été une finale inattendue, j'allais dire. Justement. Quand on voit les deux clubs qui sont là, on attendait peut-être la Juve, le Napoli, le Milan et autres, l'Inter Milan. Mais voilà, ce sont les deux, l'Atalanta et la Lazio qui sont là. La coupe qui revient finalement à la Lazio, c'est aussi ça le charme du football. On va s'intéresser désormais à la Serie A italienne. L'Atalanta, il croit toujours à cette Ligue des Champions. Oui, l'Atalanta y croit à cette Ligue des Champions. Les 3e et 4e places également sont qualificatives pour cette Ligue des Champions. L'Atalanta est en embuscade, justement. L'Atalanta est 4e, la dernière place qualificative. Mais il faut noter que entre l'Inter 3e et le Milan, c'est 6e. Il n'y a que 4 petits points entre ces clubs-là. L'Inter qui totalise 66 points, 65 pour l'Atalanta, la Roma et le Milan AC qui ont 2 points chacun. Donc jusqu'à la fin, ça va se jouer. Et justement, cette 37e journée sera décisive dans la course pour la Ligue européenne des champions. La Roma, je le disais tout à l'heure, qui est 5e, reçoit Sassuolo, se déplace plutôt sur la pelouse de Sassuolo. Attention. Oui, Sassuolo qui est 10e de ce classement, ça veut dire que Sassuolo ne joue plus rien, mais Sassuolo a bien envie de gagner. Oui, bien sûr. Donc la Roma doit faire extrêmement attention. Parlant donc de ces clubs-là, l'Inter Milan se déplace également sur la pelouse du Napoli. Oh là là. Ça va être... c'est le choc de cette 37e journée. Il y a deux chocs. Justement, quand l'Inter sera sur la pelouse du Napoli, l'Atalanta Bergame se déplace chez le leader, la Juve. Donc vous comprenez que pour le 3e et le 4e, ça va être compliqué et ça pourrait justement profiter à la Roma ou au Milan AC. Le Milan AC qui reçoit un club déjà relégué, Frosinone. Donc pour le Milan, ça devrait normalement passer pour mettre la pression sur l'Inter et l'Atalanta Bergame. Pourquoi pas la Roma également. Donc tout simplement. Donc pour parler un peu des autres matchs, on notera le déplacement de la Fiorentina à Parme et Impoli qui reçoit Torino et puis la Lazio lundi jouera face à Bologne. Mais déjà ce samedi, il y aura Udinese Spal et puis Genoa Cagliari. Le match entre Sassuolo et la Roma, c'est également samedi. Donc il y aura 3 rencontres samedi, les autres le dimanche. Puis en clôture lundi, on aura Lazio Bologne. Fifi, à l'heure où nous parlons, il n'y a que 2 clubs officiellement en Ligue des Champions au niveau de la Serie A italienne, notamment la Juve et le Napoli. Il y a l'Inter Milan, l'Atalanta, l'AS Rome, le Milan AC. 4 équipes, il va falloir piocher 2 directement. Un petit exercice. Moi, j'aimerais... Bon, c'est peut-être un souhait. Le choix du cœur ou de la raison? Du cœur. Allez-y. Aussi l'Atalanta parce que je crois que cette saison, ils essaient de faire quelque chose de bon et qu'ils sont tout proches de se qualifier pour la Ligue des Champions. Exact. Et qu'ils ont échoué en coupe et maintenant qu'ils ont la possibilité de se qualifier, j'aimerais bien voir... l'Atalanta en Ligue européenne des champions. Et le deuxième ticket? Et le deuxième ticket entre l'Inter... le Milan, la Roma. L'Inter et puis la Roma, le Milan.
Pas trop, mais entre l'Inter et la Roma. Vous êtes partagés. Franck Lunyama. Oui, le souhait, c'est de revoir un peu les Rossoneri et les Nerazzurri au niveau européen, c'est-à-dire au niveau du Graal, la C1. Maintenant, lorsqu'on voit un peu ce qui se passe en cette fin de saison, il y a tellement de surprises au niveau d'Atalanta qui est quand même sur une très bonne dynamique, pas forcément le cas du Milan et de l'Inter. Donc voilà, que ce qui va se faire se fasse. Donc moi, je voudrais voir cette fin de saison palpitante et qui laisse quand même beaucoup de suspense. Roméo, c'est quand même incroyable. Hein? Atalanta, la meilleure attaque de la Serie A italienne, qui peut-être ne jouera pas la Ligue des Champions. Ce serait inconcevable, non? Je pense que c'est ce qui va arriver. Le malheur pour Atalanta, c'est de jouer contre la Juve. La Juve, son dernier match à domicile avant la fin de la saison. Oui, ils vont tout faire pour gagner. Mais c'est normal. Pour l'honneur. Atalanta n'a pas de chance parce que le Et calendrier ne plaît pas en sa faveur. C'est pas normal. Pourquoi le calendrier est comme ça? Lors de la précédente journée, la Roma avait justement joué contre la Juve. Faut pas l'oublier. Mais la Roma s'est imposée de but à 0. Donc oui, l'Atalanta peut également gagner. Et si on veut jouer la Ligue européenne des champions, on doit être capable de battre tous les gros. Donc l'Atalanta doit faire le boulot sur le terrain et espérer être en C1. Armel, Roméo ne voit pas l'Atalanta passer. Vous, votre avis sur les deux tickets? Oui, je pense que l'Atalanta doit être fort. Hein. C'est une équipe qui a déjà montré qu'elle peut tenir à de grosses écuries cette saison. Donc c'est leur année, on va dire. Donc quitte à eux d'aller chercher une véritable performance, même si ça passera par la Juve. Oui, il y a aussi de ces matchs-là dont vous devez être fort et montrer. Je préfère encore qu'ils se qualifient contre la Juve plutôt que contre Frosinone. Vous savez, la victoire serait encore plus belle, plus excitante. Exactement. Mais bon, l'Atalanta, je ne vois pas. Comme Roméo, ce sera difficile. Voilà, ce sera difficile. Un coup d'œil au niveau des meilleurs capocannonieri, on peut avoir une idée là-dessus? Oui, en tête, on a notre cher ami Quagliarella qui a 26 réalisations. D'accord. Et puis Duvan Zapata derrière 22 et 21 pour Cristiano Avero Ronaldo. Voilà. Je pense que passer Piatek. Piatek est juste derrière avec 20 buts. Voilà. Donc il n'est pas loin du tout de ces trois-là. Bon. Mais je pense que Quagliarella finira capocannoniere. Wow. À quel âge déjà? 37 ans. Extraordinaire. Ouais. Ah oui, le 20 quand il est ancien vieux, de la Juve, il devient extrêmement bon. Un ancien de la Juve. Voilà qui est dit. Raison de plus pour la Il se bonifie avec l'âge. Grazie mille Ezekiel, cette fois-ci, le pays des talents. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors en France également, il y a un duel entre l'AS Saint-Etienne et Lyon pour cette place qualificative pour la Ligue européenne des champions. Oui, la Saint-Etienne avait l'opportunité de déranger Lyon la journée précédente, mais malheureusement cette équipe a perdu face à Montpellier. Donc aujourd'hui, il y a 6 points d'écart entre les deux équipes à 2 journées de la fin. Ce sera compliqué maintenant pour Saint-Etienne de dépasser Lyon. On sait aussi que la 3e place sera directement qualificative pour la Ligue des Champions si Chelsea gagne l'Europa League. Et donc ça met encore un peu de piment dans cette lutte-là. Mais je pense que Lyon tient solidement cette place et à 2 journées. Va essayer sur un match au moins de ne faire que peut-être qu'un nul et de conserver cette 3e place. Et Saint-Etienne va probablement se contenter de la Ligue Europa. En même temps, il faut dire que Rennes, en battant le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, est directement qualifié également pour la Ligue Europa. Pour Lille, c'est fait. Pour Lille, c'est quasiment fait. C'est 6 points également entre Lille et Lyon. Bon. C'est quasiment fait. Lille sera en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est incroyable. Après avoir s'être
maintenu in extremis la saison. Là, c'était compliqué pour eux. Compliqué pour eux. Et Galtier qui est resté, qui a fait un travail formidable, non? Oui, qui a façonné cette équipe cette saison-là avec des jeunes qui sont arrivés et un excellent Pépé qui a fait une saison époustouflante. Jonathan Bamba aussi, l'autre qui également était de la partie. Moi, je me dis que cette équipe de Lille, même si la saison prochaine en Ligue... C'est la révélation cette saison? Pour moi, c'est la révélation. Et pour moi, Galtier même doit être le meilleur. C'est ce que Mourinho également dit. Oui, le meilleur entraîneur de cette Ligue. De cette Ligue. Alors, Marseille également va jouer pour l'honneur, c'est ça? Va jouer pour l'honneur, c'est... Parce qu'il n'y aura pas de coupe européenne. Non, Marseille ne jouera pas l'Europe cette saison. Et pour moi, depuis 2 saisons maintenant, on dirait dégringolade totale pour Marseille. Après la finale de la Ligue Europa, on a vu Marseille cette saison pratiquement un club inexistant. Est-ce que maintenant club fantomatique. Il faut maintenant situer les responsabilités vivement et puis revoir également le projet et entamer la nouvelle saison. Le fameux projet OM Champions Project. En bas du classement. Le cas de Monaco. Parlons-en, s'il vous plaît. Monaco joue à Amiens, reçoit Amiens. Et Monaco, on le disait la journée précédente, n'était pas loin du barragiste. Je crois que doit avoir 2 ou 3 points, 2 ou 3 points justement. Entre Monaco et le barragiste. Et Monaco doit impérativement gagner Amiens à domicile. Je pense que c'est faisable pour... C'est faisable. Ils vont se maintenir selon vous? Pour moi, ils vont se maintenir. Parce que devant, il y a Caen et puis Dijon. Oui. Du moins, si... Il n'y a que 2 points entre Monaco et Dijon. 2 points. Oui, mais Dijon se déplace au Parc des Princes. C'est ce qui complique un peu Ils vont être battus face au Paris Saint-Germain. Même si le Paris Saint-Germain ne va pas très bien, en fin de saison, le Paris Saint-Germain va quand même vouloir rassurer ses supporters à domicile. Et c'est ce qui complique un peu les choses pour Dijon. Monaco, pour moi, au pire des cas, sera du moins barragiste. C'est incroyable. En tout cas, c'est quand même incroyable. Cette équipe n'a plus d'âme, on peut le dire. Monaco. Parce que sur les 7 dernières sorties du club de la Principauté, il n'y a que 3 nuls. Ce qui veut dire qu'il y a une pression terrible sur les joueurs. Et le fait déjà de penser à une possible relégation accentue plus cette pression-là. Moi, j'ai peur pour Jardim et ses hommes. Parce que plus rien ne réussit pour eux. C'est comme s'ils sont au creux de la vague et difficile pour eux de sortir la tête. Donc, vivement que cette équipe puisse retrouver une certaine positivité, un autre discours pour gagner au moins ce match et espérer rester en championnat. Sinon, Monaco risque. Et dire que cette équipe a disputé la demi-finale des champions il y a seulement 2 saisons. On va terminer avec d'autres matchs. Rapidement, ce samedi, il y a Bordeaux-Reims. Là, ce sont des matchs pour l'honneur. Oui, tout à fait. Guingamp-Nîmes aussi, Guingamp déjà relégué. Oui. Lille, Angers à domicile, ça devait passer également pour Lille. Lyon qui reçoit Caen. Voilà, donc Caen aussi a besoin de points. Et Lyon aussi va vouloir ne serait-ce que assurer cette 3e place par un match nul. Et Monaco-Amiens, Monaco qui doit impérativement gagner pour se maintenir. Montpellier qui reçoit Nantes, le PSG qui joue Dijon à domicile, Saint-Étienne, Nice, Strasbourg, Rennes et puis Toulouse-Marseille en clôture. Toulouse-Marseille en clôture. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifi. Cette fois-ci, on va du côté où tout est déjà fini. On continue de sabrer le champagne. English Premier League News. Alors, ça va être court, bien et vite fait. Nous allons parler d'un autre bilan chiffré de la Première Ligue anglaise. Alors, Armel Waba, combien de buts marqués durant toute la saison du côté de l'Angleterre? Oui, il faut dire qu'en 38 journées, on a eu 380 matchs, soit 10 journées soit 10 matchs par journée. En 380 matchs, on a eu 1072 buts inscrits, soit une moyenne de 2,82 buts par match. C'est beaucoup plus que la saison passée où il y avait 1024 buts. Donc, en fait, un peu le total. Des attaques prolifiques cette saison?
des attaques beaucoup plus prolifiques. Voilà, le nombre de buts est supérieur à celui de l'année passée. 36 buts lors de la 38e journée. C'était la journée la plus riche en buts. Et puis la journée la moins riche en buts, on avait eu 19 buts. Il s'agissait de la 23e journée. C'était un peu... entre janvier et février. Voilà. La période où on commence la Ligue des Champions, c'est compliqué. Et au cours de ces 380 matchs, on a eu 1253 cartons jaunes, soit 3,30 cartons par match. Oui, ça explique l'intensité de la première ligue. Cartons rouges, on en a eu 47 au total dans la saison, 0,12. Là, c'est beaucoup plus sage, on va dire. Ça ne tacle plus fort. Ça ne tacle plus fort. Étienne Capou, le joueur français, l'ancien de Toulouse, est le joueur le plus capé. Voilà, l'ironie en matière de cartons jaunes. D'accord. 14 cartons toute la saison. Eh bien, les joueurs qui suivent sont moins connus, mais rigueux. Fabien Char, c'est un joueur de Newcastle. C'est un Suisse, je pense. Fabien, je vais aller chercher. Voilà. Et puis, quand même, le 6e, c'est Socratis Papastatopoulos. Voilà. Vous y êtes arrivé. Je suis arrivé. J'ai tenu à y arriver. Voilà. 12 cartons jaunes. Voilà. C'est à peu près les statistiques côté but, côté carton, que ce soit jaune ou rouge, lors de cette saison. Je vais terminer en parlant des joueurs qui ont joué le plus de minutes. Curieusement, ce ne sont que des gardiens. David Degea, 3400. Roméo dit que c'est normal. Voilà. Difficilement, on les remplace. 3420 minutes. Tout comme Alisson Becker, le gardien de Liverpool. Et puis Ederson, l'autre gardien brésilien de City. Le premier joueur de champ. Oui, toutes les minutes en première ligue. Extraordinaire. Voilà. Le premier joueur de champ a joué le plus de minutes. C'est bien sûr le meilleur joueur cette saison de la première ligue. Virgil van Dijk. 3385 minutes. Et il paraît qu'il n'a jamais été dribblé. Et c'est celui qui a joué. Il paraît. Mais s'il vient chez nous au Togo, il sera dribblé. Mais s'il a fait au Camp Nou. Et c'est celui qui a joué plus de matchs, qui a commis plus de bourdes. Voilà qui est dit. Thank you very much, Mr. Armel Waba. Nous reviendrons sûrement au cours de nos prochaines émissions pour le bilan chiffré au niveau de tous les majeurs. Cette fois-ci, le débat. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Le rendez-vous des discussions à bâtons rompus, sans langue de bois. Nous nous intéressons à ce sujet, ce nouveau projet des Coupes d'Europe au niveau de l'UEFA. Ça fait pratiquement 2 semaines que cela pose débat au niveau du vieux continent. Fifi Assobavi, on parle d'une autre compétition à l'horizon 2024. Plus de matchs, plus de recettes. Quand vous avez eu à lire tout ça, à avoir toutes ces informations, quel est le sentiment que vous avez? Oui, on parle de 4 poules de 8 équipes et que les 5 premiers seront automatiquement qualifiés pour l'édition qui va venir. Et je crois que ça lèse un peu les petits clubs, ça c'est vrai. Maintenant, on se dit que le football, depuis un moment, on pense plus à l'argent. C'est vrai, on pense au jeu, mais on pense également à l'argent. Parce que les grands clubs seront plus représentés. Ça c'est clair, parce que les grands clubs auront plus de moyens, il y aura plus de matchs de poules et les grands clubs auront plus de recettes et plus de moyens pour pouvoir encore avoir de bons joueurs se qualifier chaque fois pour les saisons, pour les éditions à venir, et ça leur fait encore plus d'argent. Et moi je me dis que les petits clubs seront lésés de 1 et puis de 2, et les championnats, donc la Ligue européenne ou bien la Ligue, comment on le nomme déjà, la Super League n'aura plus de rapport direct avec les championnats nationaux. Parce que si les clubs doivent se qualifier pour l'édition qui doit suivre en partant de leur qualification ou de leur classement dans l'édition précédente,
alors les championnats, le classement des championnats, ça va servir alors à quoi? Alors qu'on sait que dans ces championnats-là, les petits clubs, des fois, il y a certains clubs, par exemple, comme Lille, qui peuvent rapidement essayer d'avoir une place qualificative pour l'Europa League. Et moi, je me dis, c'est vrai qu'il faut penser également aux recettes, mais il faut également penser à donner les chances quelque part à toutes les équipes dans le championnat de se qualifier pour cette compétition-là. Roméo, on a l'impression qu'avec ce projet, on tend vers une compétition, on peut dire, taillée sur mesure pour les grands clubs. Et puis, de l'autre côté, ce sont les petites équipes qui vont en pâtir. Je pense que ce projet en soi n'est pas mal. Maintenant, c'est le format qui ne convient pas à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas organiser des rencontres privées pour des grands clubs. Parce qu'une ligue, une super ligue, ça veut dire tout simplement que ce sont des grands clubs européens qui vont se retrouver, parce qu'on parle déjà des divisions, des gros à part, les petits à part. Ça veut dire tout simplement que les petits n'auront jamais la chance de soulever, encore une fois, ce trophée de la Ligue européenne des champions. Quand vous parlez de petits, vous mettez des ces clubs clubs comme même Ajax aussi. Même si Ajax a fait des prouesses cette saison, si jamais on adoptait cette formule-là, Ajax ne pourrait même pas arriver jusqu'à en demi-finale. Ça veut dire tout simplement qu'il faut repenser cette formule-là. C'est bien de vouloir gagner de l'argent. Il y a une autre compétition qui se joue en Europe, n'oubliez pas. Il s'agit de la Ligue des Nations. Ce sont des compétitions de trop. Maintenant, on peut créer sous forme de play-off comme en NBA. Rassembler les grands clubs européens chaque saison, si c'est 2 ou 3 saisons après, les rassembler et jouer une compétition, à condition que cette saison-là, il n'y ait pas de compétition internationale, comme la CAN, et la Coupe du Monde. Parce que quand il y aura trop de compétitions, les joueurs vont se fatiguer. Je pense que c'est pas mal. Il faut toujours réfléchir et donner plus d'envie aux gens d'aller au stade. Mais caser les gros à part, les petits à part, je pense que les supporters n'auront même pas envie d'aller au terrain. Ça, c'est le coup de gueule de Roméo Yeto. Franck Nunyama, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec ce projet qui va pointer son bout de nez à l'horizon 2024, il y aura plus de matchs. Par exemple, 607 matchs contre 400 aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas aussi user les joueurs ou bien tirer tous des joueurs, histoire de remplir les caisses? Oui, je pense que l'UEFA, au premier abord, vraiment met l'accent sur, on va dire, l'argent, les moyens qui sortent de ces genres de compétitions. Par exemple, lorsqu'on fait, on va dire, 32 des équipes, il y a 4 pôles de 8, il y a forcément plus de matchs, plus de droits de télé, plus d'argent. Donc, je pense que c'est la politique de l'UEFA qui a mis un peu la barre très haut par rapport aux droits de télévision, aux pubs, et puis ce qui revient... Ont-ils raison de faire ça selon vous? Bon, pas forcément, parce que là, vous le dites si bien, parce qu'il y aura trop de compétition au niveau des joueurs, et vraiment, ils seront usés. Moi, je pense que d'abord, l'UEFA, pour moi, souffle un peu le chaud et le froid. Il y a quelques années, on a voulu mettre tout le monde ensemble. On a voulu faire une compétition où tout le monde puisse participer en ouvrant un peu le robinet pour les petits clubs. On a vu les Cluj. Avec Michel Platini. Voilà, on a vu les Cluj, les Famagouche et tout ça. Et quelques années plus tard, on dit non, ce n'est plus la bonne formule. On veut faire en sorte que les grands soient devant. Moi, je pense qu'il y a une politique j'allais dire, je ne sais pas, passez-moi le mot. On n'arrive pas à contrôler ce qu'on met en place. Vous voyez un favoritisme pour les grands? Bon, je veux pas parler de favoritisme, mais l'UEFA, chaque fois, a envie de mettre quelque chose en place pour gagner beaucoup d'argent. Parce que s'ils ne le font pas, à un moment donné, peut-être, ce sera la chute au niveau des caisses. Parce que lorsque vous regardez un peu ce que gagnent les clubs au niveau des droits télé, les publicités, tout ce qui tourne autour, ils font tout pour faire face à ce qu'ils mettent en place comme compétition. Maintenant, au-delà, c'est le physique des joueurs qui est mis à rude épreuve, et puis tout le ça. Calendrier des compétitions. Voilà, le calendrier. Roméo a parlé de la Ligue des Nations qui est là. Donc, je pense que un responsable influent de l'UEFA l'a dit, ce n'est que des idées, ce n'est que des propositions, rien n'est encore arrêté. Ça veut dire, j'espère qu'ils vont abandonner cette situation et laisser les joueurs jouer. Voilà. Et Ezekiel, on se rend compte que plusieurs fédérations, notamment celle de la France, ne sont pas forcément d'accord par rapport à ce projet du côté de l'UEFA.
Il y a de quoi, puisque déjà ce projet, c'est vrai, c'est un projet de l'UEFA, mais un projet qui a été soumis à l'UEFA par l'ECA. L'ECA, c'est l'association des clubs européens. Voilà, avec à sa tête Andrea Agnelli, le président de la Juve. Donc on sait bien que ce sont les plus gros d'Europe qui font partie du conseil d'administration de l'ECA. Il y a sur les 15 de ce conseil-là, plus de la moitié est composé des présidents des plus gros clubs, des plus gros clubs, excusez-moi, le Bayern, le Real, le Barça et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ces présidents ne pensent à un moment donné qu'à leur club. Ils ne pensent pas aux autres. Question d'intérêt. Voilà, c'est une question d'intérêt. Et malheureusement, cette association représente quand même ou doit normalement lutter pour les intérêts de 109 clubs. Alors, les autres clubs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà, c'est toute la grosse interrogation est là. Et derrière, il faut se poser une autre question. Que vont devenir les ligues? Les autres ligues, par exemple la Ligue 1, ce championnat, qu'est-ce que ça va devenir? Puisque la Ligue 1 n'aura peut-être, ou les championnats, tous les championnats... La Ligue 1 n'aura qu'un seul représentant, notamment le Paris Saint-Germain. Voilà, tous les championnats n'auront qu'à qualifier peut-être 4 clubs. 4 clubs. Ou 6 clubs pour la Ligue des puisqu'il y aura déjà 24. Exactement. Voilà, donc finalement les championnats ne serviront à rien. Et les clubs peut-être préféreront faire jouer leur équipe B en championnat et l'équipe A en Ligue des champions. Voilà. Ça veut dire que les championnats n'auront plus de valeur. Et je pense bien que c'est un projet vraiment dangereux pour le football européen. Vous pensez qu'il faut l'annuler? Il faut oublier très vite ce projet. Moi, je pense. Parce que déjà, si on prend un joueur international qui joue la Ligue des champions, avant d'arriver en finale, ou s'il arrive en finale de la Ligue des Champions sur la saison, il jouera presque 70 ou 80 matchs, juste pour ça. Déjà en match de poule, au lieu de jouer 6 matchs, il aura joué 14 matchs. Donc vous voyez, c'est trop lourd, ça va alourdir le calendrier et tout sera compliqué. Je pense que les gros clubs, et justement, il y a eu une réunion convoquée la dernière fois pour en discuter. Les présidents des gros clubs n'étaient pas là. Agnelli était arrivé en tant que président de l'ECA, mais pas comme président de la Juve. La Juve, le Milan, c'est tout ça. Ils y étaient pas. Ça veut dire que ce sont les petits clubs, les soi-disant petits clubs, même les Torino et autres là, ce sont ces clubs-là qui seront lésés. Donc je pense bien que c'est un projet, une menace fantôme pour le football européen. On va faire un dernier tour de table pour parler de cet aspect. On se rend compte qu'aujourd'hui que c'est l'argent qui guide pratiquement de ce football. Ce football n'est plus clinquant vu la qualité des joueurs, mais ce n'est que du foot business. Non, je pense qu'en soi, le foot business n'est pas une mauvaise chose. Il y a encore quelques années, les joueurs n'étaient pas... Mais si on doit sacrifier des petits clubs? Non, c'est ce que je voulais dire. Quand on fait du foot business et que ça profite à tout le monde gagne, il n'y a pas de problème à chercher de l'argent. Mais c'est quand certains sont véritablement lésés et que les riches deviennent encore plus riches que le problème se pose. Moi, le caractère traditionnel même de ce système-là... on enlève le caractère traditionnel de la Ligue des Champions, c'est-à-dire le fait que les clubs passent par les championnats nationaux pour se qualifier pour les coupes européennes. Là, vous pouvez aussi avoir des surprises, comme on le disait, Getafe peut-être passer à la Ligue des Champions la saison prochaine. On enlève tout ça et c'est en fait la nature même du football à un moment qu'on est en train de... C'est ce que vous récusez. Oui, c'est ce que je ne conçois pas dans ce projet. Oui. Et puis aussi quand même... Une ligue fermée, les 3/4 déjà sont assurés de participer la saison prochaine. C'est une hypocrisie totale. Quand on sait que Tebas est contre, mais dans le même temps, les présidents de clubs, comme l'a dit Ezekiel, sont pour, parce que ça les avantage. Agnelli est pour, mais pas la ligue italienne. Voilà, c'est une hypocrisie totale. Et à un moment, cette hypocrisie-là, il va falloir l'arrêter, quoi. Vous voulez ajouter autre chose et puis c'est un peu le mauvais côté du capitalisme. Lorsqu'on prend le capitalisme, c'est ça en fait le mauvais côté. On veut donner toujours, c'est les riches, c'est la bourgeoisie qui a la puissance, qui a le dernier mot. C'est un peu ce qui revient au football. Sinon, le football business en soi, ce n'est pas une catastrophe, c'est une bonne chose. Et je voudrais quand même apprécier, on va dire, la perpétuelle créativité au niveau de l'UEFA qui prend des initiatives
initiatives qui créent, mais il va falloir que ces créations puissent quand même permettre qu'on fasse toujours le football de façon naturelle, pas le football de façon robotisée. Parce que là où on va, je pense que ça ne permettrait pas aux petits clubs de pouvoir avoir des ambitions, de pouvoir s'émanciper et gagner de l'argent. Donc je pense que c'est ça qui est mauvais pour, on va dire, cette éternelle création. On veut toujours aller à autre chose, mettre plus d'argent. Je pense que c'est aux fédérations de revoir un peu leur championnat. Oui. Seul en Angleterre, on peut vous dire que à la fin de la saison, on ne connaît pas le champion. Oui. Dans les autres championnats, on connaît peut-être à l'avance celui qui sera champion. Donc, c'est aux différentes fédérations de savoir quelle politique adopter pour élever le niveau de leur championnat. Sinon, la Super League, c'est bien. Quand on sait qu'en France, Paris Saint-Germain, c'est le tout puissant maintenant. Paris Saint-Germain contre un autre club. Voilà, il faut adopter une formule pour permettre aux gens de voir leur club jouer contre d'autres clubs, mais pas dans le cadre de la Ligue des Champions. Là, ça peut aller. Je pense, oui, tout simplement, ce projet enlève tout enjeu aux compétitions nationales et va même fragiliser le modèle économique du football européen. Et comme l'a dit le président de la Lazio, Claudio Lotito, c'est le futur et la direction du football européen qui est en jeu. Donc, il va falloir faire très attention là-dessus. Ce n'est pas juste une question de foot business. Madame, messieurs, mille merci d'avoir répondu à ce énième numéro. Armel Waba, Franck Nounyama, Ezekiel Ayate, Roméo Yetor, Fifia Sogbavi. Merci. Vous allez rapidement saluer quelques personnes et puis on va boucler la boucle. Bonjour aux inconditionnels de cette émission. Excellent week-end. Armel Waba. Oui, bonjour à Julien Dalété. D'accord. Voilà, je suis de retour, on se comprend. Et puis bonjour aussi à Frédéric, qui travaille au port autonome de Lomé, qui avec ses collègues nous suivent actuellement. Bonjour à vous. Ezekiel Ayataï. Bonjour à tout le monde. Roméo. Bonjour à tous, surtout les fans que j'ai taclés ce matin sur la plateforme PF. Messi n'a jamais dribblé Vaïda. Fifi Assogbavi. Je salue tous les inconditionnels de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes des milliers à nous suivre et lundi et vendredi sur la 91.9. Bonjour au passage à Boris et Romualda du côté de Canal+, notre partenaire de tous les jours. On se donne rendez-vous lundi. Mise en onde, Anas PM, réalisation vidéo et l'homme à Dovon. À très bientôt et bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao.